Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints dans l'auditorium pour cette édition 2025 de la Journée des métiers de demain. Je m'appelle Karine Durand, je suis journaliste spécialiste métier et climat pour la télévision et pour le web, et j'ai le plaisir d'animer cette série d'interviews. Et j'appelle sur scène pour ce mot de bienvenue, tout d'abord Madame Sylvie Dugenais, qui est directrice opérationnelle du campus Industrie Circulaire de la Mobilité. C'est le site qui nous accueille aujourd'hui et qui va être rejoint par Dominique Turpin, président de Senergilab. Bonjour à tous et bienvenue à cette 7e édition de la Journée des métiers de demain. Si vous me le permettez, j'aimerais tout d'abord remercier Madame Sylvie Dugenais, directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications, qui œuvre au quotidien pour l'excellence de l'industrie circulaire et de la mobilité et qui nous accueille aujourd'hui, ici même, sur ce site emblématique de notre territoire, de la refactory Renault de Flins à Aubergenville. Merci. Depuis 7 ans, Senergilab organise avec ses partenaires la Journée des métiers de demain pour valoriser les métiers d'avenir dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, du BTP et de la mobilité. C'est l'occasion de se projeter dans des carrières durables. Si je puis dire, c'est la journée de nos jeunes, collégiens, lycéens et étudiants en phase d'orientation, et aussi pour nos jeunes en insertion, mais également pour les demandeurs d'emploi ou ceux qui sont en reconversion professionnelle. Elle est donc destinée à un très large public, mais pas que. Elle s'adresse également aux acteurs de l'emploi et de la formation. En tant que tout jeune président de Senergilab, je ne résiste pas à rappeler très brièvement ce qu'est Senergilab. C'est une formidable association, unique en France et je crois même unique au monde. C'est une plateforme d'expérimentation collaborative sur l'énergie, la ville de demain et la transformation écologique des territoires et tout particulièrement celui de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Senergilab regroupe des institutionnels, des industries majeures, des établissements d'enseignement et de recherche, des TPE, des PME, que je remercie d'ailleurs pour leur implication précieuse au sein de Senergilab. Et tous ensemble, nous visons à accélérer la transformation de la société en apportant des solutions concrètes et durables aux grands enjeux écologiques et énergétiques de demain. Mais comme le temps passe vite, demain, c'est déjà aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est tous là. Voilà, donc Senergilab est reconnu comme un outil innovant, opérationnel et agile au service du territoire et comme acteur de référence pour valoriser les métiers et les filières porteurs pour demain. Les journées des métiers de demain portent cette ambition de rapprochement des académiques, des industriels et des territoires. Et à ce titre, nous sommes ravis de co-organiser cette 7e édition. En tant que représentant de Cécile Zamil-Popescu, présidente de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, j'attends beaucoup de cette journée. En effet, le territoire de Grand Paris Seine-et-Oise est un bassin industriel dense et propice aux études et projets dans les domaines de l'énergie, de la mobilité et plus largement de la transformation énergétique, écologique et numérique des territoires. Nous avons la chance d'abriter des grands groupes de l'automobile, du spatial, de l'aéronautique, des éco-industries et de la facture instrumentale. On compte un tissu dense de PME et de TPE, des sous-traitants de grandes industries du territoire ou fournisseurs du Grand Paris dans le BTP notamment. Toutes ces entreprises recherchent les talents de demain et on sent bien cette effervescence aujourd'hui vers cette transition indispensable pour notre planète. Alors, tout en remerciant les équipes de Senergilab qui ont travaillé avec vous pour organiser ce bel événement ici au campus des métiers et des qualifications, campus labellisé compétences et métiers d'avenir, dans le cadre du programme d'État France 2030, je voudrais vous féliciter encore pour cette grande initiative de ce campus, qui est un projet de formation ambitieux de la refactory,
avec un objectif de former 8000 étudiants et professionnels d'ici 2027 au métier de l'économie et de l'industrie circulaire appliquée à la mobilité. Et donc, si j'ai bien tout compris, il y a des emplois à la clé à pourvoir, et cela dès maintenant. Donc, pour ceux qui cherchent, ça peut se jouer aujourd'hui. Alors, pour mon avenir, je choisis un métier à impact en faveur du développement durable qui donne un sens à ma vie en préservant justement le vivant. Alors, merci encore à tous de votre présence. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce bel événement. Merci à nos partenaires qui vous attendent sur leur stand pour des démonstrations et merci aux entreprises qui vont nous apporter leurs témoignages et à nos experts qui vont animer les espaces de conférence. Excellente journée à tous. Madame Sylvie Dujeunesse, vous êtes donc directrice opérationnelle du site qui nous accueille. Je vous laisse prendre la main pour le mot de bienvenue. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, pour les mots que vous venez de prononcer. Synergilab est partenaire du campus des métiers des qualifications depuis la toute première heure et on est particulièrement ravis aujourd'hui de vous accueillir ou de vous réaccueillir parce qu'à vrai dire, on avait déjà hébergé l'événement de la journée des métiers de demain précédemment, mais dans d'autres conditions. Et on pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de maturité avec des bâtiments qui ont été rénovés, qui respectent d'ailleurs le principe de la transition écologique, sachez-le. L'ensemble de ce qui a été rénové ici a été de manière la plus durable possible et la plus éco-responsable possible. Un campus des métiers des qualifications, c'est un campus c'est une organisation qui permet sur un territoire de fédérer et de diriger les formations les plus opérationnelles possibles qui mènent à l'emploi, donc sur un territoire dans une filière donnée. Le campus des métiers des qualifications ici, il est dédié à la filière de la mobilité, principalement de l'automobile, parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on parle de mobilité, on parle principalement quand on veut parler d'environnement et de durabilité, on parle de l'automobile. En fait, l'automobile est quand même un facteur relativement polluant, vous le savez, au moins dans sa version thermique, et c'est pour ça qu'on bascule vers un véhicule électrique. Donc ce campus, il a une responsabilité et une ambition assez forte d'accompagner la filière automobile sur le territoire d'Île-de-France, mais pas que, et c'est vrai quand même avec un petit privilège sur notre territoire plus immédiat dans 78. On est ravis de vous accueillir, vous tous, élèves, partenaires, exposants, tous ceux qui pourront ici bénéficier de l'apprentissage que c'est de découvrir tous les métiers et finalement toutes les activités qui existent autour de la durabilité et de la transition écologique. Elles sont nombreuses, ces activités. Vous avez, je crois, une vingtaine d'exposants qui vont pouvoir vous en parler. Une vingtaine d'exposants, c'est déjà pas mal et ça reflète sur le territoire. Et la mission de ce campus, c'est vraiment de pouvoir identifier avec vous les métiers que le campus peut porter et auxquels il peut former pour vous, les plus jeunes d'entre vous que je vois dans cette salle, pour vous accompagner de deux ordres. Alors bien sûr, à colorer des diplômes qui vont vous servir pour aller à l'emploi, mais même avant ça, et c'est l'objectif de la journée, vous orienter, vous aider à comprendre en fait ce qui existe. Aujourd'hui, de nombreux nouveaux métiers apparaissent et vous avez besoin de déjà les connaître, les comprendre avant de pouvoir les choisir. Et c'est ça l'objectif de la journée aujourd'hui, c'est pour ça que le campus, en fait, c'est l'une des missions principales du campus, c'est de vous accompagner dans cette découverte-là. Voilà, je vous souhaite à tous bien sûr une bonne journée et d'apprendre beaucoup. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci, je vous laisse regagner vos sièges. Alors juste avant d'accueillir notre prochain invité, on a un petit quiz, sachez-le, je vais vous interroger au cours de cette journée, tester un petit peu vos connaissances. Alors on va parler d'énergie dans quelques instants. Est-ce que vous savez quelle est la source principale de l'énergie consommée dans le monde? Est-ce que c'est la biomasse, les énergies fossiles, le nucléaire, les énergies renouvelables? Je vais vous demander de lever la main si vous connaissez la bonne réponse, ne soyez pas timide. Alors, quelle est la source de l'énergie principale consommée dans le monde? Est-ce que vous pensez que c'est la biomasse, la principale source d'énergie? Personne? Est-ce que vous pensez que la principale source d'énergie dans le monde, eh bien, ce sont les énergies fossiles? Quelques personnes. Est-ce que vous pensez que c'est le nucléaire, la principale source d'énergie?
Ok, on a 2-3 personnes qui pensent que c'est le nucléaire. Est-ce que vous pensez que ce sont les énergies renouvelables? Ah, on a 3-4 personnes. Eh bien, la réponse, malheureusement, eh bien, ce sont les énergies fossiles, qui sont d'ailleurs largement responsables du réchauffement climatique en émettant beaucoup de gaz à effet de serre. Et toutes les autres énergies eh bien, viennent après. Mais aujourd'hui, on va parler d'énergie plus propre. Et justement, nous allons accueillir notre prochain intervenant, Cédric Carl. Je vais vous demander de nous rejoindre sur scène, de prendre un micro. Alors Cédric Carl, vous êtes directeur de l'Atelier 21. Oui, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Et l'Atelier 21, c'est un studio de design et laboratoire citoyen basé à Paris. Alors, justement, en quoi consiste l'Atelier 21 ? C'est une organisation, je crois, qui mène de nombreuses initiatives en rapport justement avec la transition énergétique. Vous pouvez vous asseoir, hein, si vous voulez. S'asseoir, parfait. Oui, en fait, déjà pour expliquer ce qu'est l'Atelier 21, en fait, notre grande motivation, c'est bien sûr la question de la transition, la question de la performance économique aussi de nos territoires. Et on essaye de concilier en fait ces deux grandes questions à travers justement des projets, comme on dit, d'intelligence collective, qui font dialoguer les entreprises, les grands groupes, la dynamique économique des territoires, la jeunesse, en fait, les questions de formation, et puis les habitants. Et donc on traite ces questions à travers un ensemble de projets depuis en fait une vingtaine d'années. Donc on travaille avec beaucoup d'acteurs, dont l'ONU et l'International Trade Center. On fait des formations. Notamment, on est en train de faire un MOOC sur la question de l'économie circulaire dans les métiers de l'énergie. Donc, que devient une pale d'éolienne, que devient un panneau solaire, que devient une batterie, en fait, qui est une grande question ici de la manufacturier. Et voilà, donc on travaille en fait sur énormément de sujets et de niveaux d'action aussi, des choses très pédagogiques jusqu'aux choses très pointues, parce qu'on travaille avec les grands groupes sur la question de l'innovation aussi. Alors on va parler beaucoup de formation aujourd'hui, de parcours professionnel. Quel est votre parcours professionnel, votre formation et comment vous en êtes arrivé à fonder l'Atelier 21 ? Alors mon parcours professionnel, à l'époque, et je m'identifie beaucoup en fait aux jeunes dans la salle, parce que moi à l'époque j'ai fait un truc qui s'appelait TSA, Productique, Technique des systèmes automatisés, et on faisait de la mécanique et de l'informatique. Alors c'était les balbutiements de l'informatique, hein. On était sur le langage basique, et puis après j'ai fait un bac E, qui forme au métier d'ingénierie. Et puis après, voilà, j'ai fait un métier d'ingénieur et j'ai aussi bifurqué à un moment donné sur les métiers du design industriel. Parce qu'à l'époque, j'ai eu la chance de rencontrer Patrick Norguet, qui est un grand designer français, et qui m'a dit, voilà, il sortait de l'ITC Compiègne, et à l'époque, il faisait en fait design et en fait ingénierie. Et donc depuis, j'ai jamais quitté ces branches. J'ai continué à me former après en Suisse romande, à Lausanne, sur les questions plutôt d'énergie renouvelable, d'analyse de cycle de vie, donc d'éco-bilan, voilà, comment on compare en fait un véhicule électrique avec un véhicule thermique en termes d'impact, de fabrication, de bilan, de recyclabilité, de réparabilité. Et c'est des questions qui m'habitent depuis en fait et que je vois grandir en fait de jour en jour en termes d'intérêt et puis de pertinence vis-à-vis de la conjoncture écologique, sociopolitique, géostratégique mondiale. Alors on va parler justement des initiatives de l'Atelier 21 qui sont nombreuses. On va faire un petit focus sur l'une d'entre elles, RegenBox. C'est un régénérateur de piles alcalines, des piles qui sont à la base non rechargeables en fait. Exactement, ouais. En fait, ce projet vient d'un programme de recherche qu'on a développé depuis 2015 pour intervenir en entreprise, en école d'ingé, sur les questions d'innovation. On s'était aperçu qu'il manquait une grande base de données sur l'histoire du biogaz, l'histoire de l'hydrogène, l'histoire du stockage. Et on sait que la question du stockage énergétique est une clé, en fait, une clé de voûte de la transition énergétique. On sait faire des énergies renouvelables, en gros, on sait produire, on ne sait pas stocker, pour pouvoir justement faire ce tampon entre la fourniture électrique et les usages. Et du coup, on s'est concentré, notamment soutenu par Bouygues Télécom à l'époque, sur une recherche sur l'histoire du stockage. Et donc, on est allé chercher dans les brevets, et on est tombé sur plein de choses intéressantes qu'on continue d'explorer avec plein d'écoles d'ingénieurs et des industriels. Et on a trouvé un brevet qui permet de recharger les piles non rechargeables, les piles alcalines, qui a été inventé par un des co-inventeurs de la pile alcaline moderne dans les années 50. Donc on s'est dit, ok, il invente la pile dans les années 50 et après il dit qu'elle est rechargeable. Donc tout ça se fait avant l'invention
des piles rechargeables nickel-métal hybride qu'on a sur le marché aujourd'hui. Et qui sont en désamour en fait, des consommateurs, c'est-à-dire que le marché s'effondre et en fait le marché de l'alcaline il est en train de prendre les devants et c'est un marché en croissance. Et donc on a redéveloppé ce projet, on a créé en fait, on a repris le brevet, on a reposé des briques technologiques sur un vieux brevet. Donc on a fait de l'intelligence. Aujourd'hui on fait ce qu'on appelle des algorithmes de recharge, on doit manager les batteries. Donc avec intelligence on doit les tester, les recharger et donc en fait on fait plus de performance qu'à l'époque. Donc on va chercher encore mieux ce que faisait Karl Kordesch à l'époque, qui est l'inventeur. Et donc, on recharge les batteries, bien sûr. Donc ça, c'est le petit chargeur Regenbox. On charge les batteries rechargeables avec le même chargeur, donc on fait les deux, déjà. Et puis, surtout, on s'est aperçu qu'une pile sur 3 dans les bacs de collecte en France, vous connaissez tous les bacs de collecte, là où il faut mettre les piles, là où malheureusement, une pile sur 2 sur 1 milliard d'unités annuelles arrive dans le bac, donc il faut qu'on augmente nos taux de collecte, on n'a pas assez de collecte. Et bien, dans ces bacs de collecte, on a les mêmes chiffres qu'au Canada. Une pile sur 3 est jetée quasiment neuve. Donc, en gros, ce qu'on dit aujourd'hui à des industriels, à des députés, à des éco-organismes, il faut qu'on aille chercher cette ressource. Une pile sur 3, ça fait 300 millions de piles dans nos bacs de collecte. Et donc, on crée des bornes de collecte qui permettent, en fait, dans les entreprises, dans les collectivités, de déployer des bornes intelligentes. Donc déjà de ne pas jeter celle qui est quasiment neuve, de ne pas jeter celle qui est régénérable. Donc une pile sur 3 neuve, une pile sur 3 régénérable et une pile sur 3 va réellement au recyclage. Donc en fait, on a un potentiel, j'ai envie de dire, avant de sauver la planète, qui est gigantesque en termes de récupération et d'économie circulaire. Et donc ça résonne particulièrement avec ce qui se fait ici aujourd'hui sur ce site industriel où on reprend des véhicules anciens avec des batteries anciennes et on leur affecte une seconde utilité en fait, avant de les recycler. Et donc, on sait aujourd'hui l'économie circulaire, c'est un facteur de croissance et d'emploi qui est gigantesque. C'est un gisement d'économie d'énergie, mais aussi d'économie tout court, parce que ça crée des emplois. Alors, en plus de cette initiative, il y en a une autre qui est très intéressante. Elle s'appelle Paléo-énergétique. Et comme son nom l'indique, en fait, on se plonge dans le passé pour créer le futur. En fait, on avait déjà d'incroyables innovations dans le passé qui peuvent nous aider pour le futur. Carrément, carrément. En fait, moi, je suis passionné d'invention, d'inventeur, et on peut circuler sur la frise juste pour donner une idée. En se plongeant dans le passé, on retrouve plein d'inventions qui n'ont pas eu leur heure de gloire. Parce que des inventions, pour qu'elles fonctionnent et qu'elles passent en fait, en mass market, en fait, en distribution, il faut que les étoiles soient alignées, il faut que les consommateurs soient prêts, il faut que économiquement, voilà, on ait du soutien. Voilà. Il y a plein de facteurs pour lesquels des inventions, à un moment donné, n'ont pas scalé, comme on dit, en fait, n'ont pas changé d'échelle. Et en fait, on va chercher dans ce passé-là. Donc, c'est du domaine public, ça veut dire que toutes les entreprises ou les écoles d'ingé ou les jeunes entrepreneurs peuvent repicorer une brique et puis rajouter de la brique technologique dessus. Ce n'est pas l'idée de dire c'était mieux avant. Non, c'est d'aller se nourrir de cet état de l'art très riche, en fait. Alors, on cherche de manière thématisée pour des grands groupes sur l'histoire du biogaz, l'histoire de l'hydrogène, l'histoire des véhicules intermédiaires, par exemple, avec les assises européennes de la transition, l'histoire de refroidir les bâtiments de manière un peu passive avec des grands constructeurs. Et donc voilà, c'est un gisement mais phénoménal en fait d'inspiration et puis de briques technologiques à réactualiser. Et justement, vous avez sorti un livre sur le sujet Rétrofutur qui est juste ici. On a sorti un livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous donner 2-3 exemples d'innovations vraiment marquantes qu'on voit dans le livre? Oui, alors on retrouve, en tout cas sur la mobilité, il faut savoir que la première Porsche, elle était électrique, ça très peu de gens le savent. On retrouve plein d'innovations en autopartage, déjà dans les années 60-70 en France, Montpellier, La Rochelle. On retrouve des véhicules électriques en autopartage en Hollande dans les années 70. Je suis intervenu à La Haye il y a quelques années, justement des programmes universitaires franco-hollandais européens. Et en fait, ils étaient justement avec le groupe Renault, ils faisaient de l'injection d'électricité sur le réseau grâce aux véhicules. Et je leur ai sorti cet exemple en disant, vous avez en fait déjà innové il y a plus de 40 ans. Et en fait, ils étaient assez étonnés de ça. Et donc, on voit que on connaît assez mal notre passé. Et donc, il y a aussi plein d'histoires de véhicules rétrofités électriques. Il y a plein d'histoires de véhicules à hydrogène.
Donc la mobilité occupe une grande place. Il y a aussi la mobilité avec de l'air comprimé, puisque au début du siècle, on faisait rouler des trams en France avec voilà, des réserves de batteries qui étaient des batteries à air comprimé. Donc tout ça, c'est des sujets qu'on traite aussi avec les écoles d'ingé qui aujourd'hui, notamment il y a des écoles d'ingé qui bossent avec des entreprises qui font du stockage d'énergie solaire dans des batteries à air comprimé. Et donc c'est déjà des entreprises qui sont sur les marchés et qui sont voilà, dans une dynamique économique très intéressante. Merci pour vos explications. On va passer à un petit jeu que vous avez préparé, Ouais. je crois. Alors, un jeu qui nécessite là, de prendre votre portable. Juste avant le petit jeu, je me permets d'ouvrir le Solar Sound System parce que du coup, nous, on fait des projets aussi où on aime faire la fête. Moi-même, à mes heures perdues, je mixe et je suis DJ. Et en fait, on a fait des sound systems qui marchent à l'énergie solaire où on fait voilà, en toute autonomie des fêtes qui permettent en fait de voilà, alimenter de manière tout à fait autonome. Donc on a fait les parades, on a fait la technoparade, on a fait des fêtes depuis une vingtaine d'années et on duplique à l'international le projet. On a aussi une web radio hébergée à l'énergie solaire voilà, qui permet de diffuser en fait une pratique un peu bas carbone. C'est un peu la fête bas carbone, le festival bas carbone. Et donc voilà, je voulais vous signaler ce projet parce qu'effectivement, on peut faire la transition et aussi bien se marrer parce que c'est le cas, je crois. Super projet, merci à vous. On va passer au jeu cette fois-ci. Un jeu, et là, il faut prendre votre portable. Vous allez avoir besoin soit d'inscrire le lien qu'on va voir, soit de scanner le QR code. Et il y a un petit cadeau à gagner pour le meilleur d'entre vous. Pour celui qui aura le mieux répondu, eh bien, celui qui a le mieux répondu gagnera le livre Rétro Futur, on vous justement. Avec grand plaisir ce livre. Alors n'hésitez pas à vous connecter au QR code et à participer au jeu. Ça dure 5-8 minutes, voilà. Ouais, on va faire ça très rapide pour respecter le timing parce que voilà, on est dans un timing hyper dynamique. Merci à vous de participer. Et puis, en fait, voilà, l'Atelier 21 interagit avec un grand nombre d'universitaires, alors en France, bien sûr, dans le bassin parisien, effectivement. Et voilà, on développe, on a des modules de formation. Et on est très heureux de participer, en fait, et puis d'interagir, en fait, avec des alternants, des stagiaires, des enseignants, voilà. On sent qu'aujourd'hui, il y a une émulation dans ces métiers-là. Et c'est assez grisant et c'est très intéressant. Donc on peut se rendre sur votre site pour aller faire une formation et se renseigner. Alors le site est plein de ressources sur les smart grids, donc les nouveaux réseaux électriques, sur les questions de mobilité, sur l'histoire des techniques, sur voilà, la grande histoire de la mobilité aussi. Donc voilà, c'est un site ressources. Il y a aussi des liens vers les programmes qu'on fait avec l'International Trade Center, qui est un organisme de l'ONU, où voilà, il y a des formations en ligne en fait, qui sont accessibles. Est-ce que tout le monde a eu le temps de se connecter? Ouais, je crois qu'il y a pas mal d'inscrits. Il y a pas mal de monde. Alors je vous laisse continuer. Allez-y. Ok, on peut démarrer le caout. Voilà, je vais me lever. Ok, alors je tenais à te dire tout à l'heure, j'ai répondu à votre question sur la question des énergies renouvelables. Et en fait, c'est le plus grand facteur de croissance. On a aujourd'hui de plus en plus d'énergies renouvelables qui arrivent sur les marchés qui sont produites. Et donc, en quelle année l'autothermos, aussi appelé digesteur ou cocotte minute, a-t-il été inventé? Est-ce que c'est 1682, 1923 ou 1862? Vous savez, la fameuse cocotte minute qu'on a tous dans nos foyers quasiment, quand est-ce qu'elle a été inventée, à votre avis? Alors, les petites images qui sont ici, elles sont générées avec l'IA, donc c'est un peu des fausses images, hein, ne vous y fiez pas. Elles sont là pour, non pas vous tromper, mais vous indiquer à quoi ça ressemble une cocotte minute. Alors, encore... Voilà, il y a plein de réponses. 1862 majoritairement. Alors, la bonne réponse, à votre avis? Donc, voilà. Noah, Gab, on voit les résultats et ensuite on va voir la réponse. Eh bien, c'est 1682. C'est un ingénieur français que je vous invite à découvrir, Denis Papin. C'est quand même un peu le papa des machines à vapeur, quand même, qui va travailler en France, puis après en Angleterre. Il va sortir un ouvrage, parce qu'il va faire des tests sur la vapeur, la manière d'amollir les eaux et de faire cuire toutes sortes de viandes en fort peu de temps et à fort peu de frais. C'est la définition de la cocotte minute 1682.
Et donc, vous voyez qu'une vieille idée, ben, en fait, elle va se populariser dans les années 1920, où là, il y a des problématiques énergétiques. On essaie d'économiser de l'énergie pour faire cuire l'alimentation. Et donc, voilà, en fait, ça va mettre beaucoup de temps à se populariser. En quelle année un Européen a eu l'idée de couler du bronze grâce à l'énergie solaire thermique? Donc, on utilise la force du soleil pour concentrer des rayons et on fait fondre du bronze. Donc, c'est plus de 1000 degrés quand même. Là, on a une petite image. Alors, on sait que les Grecs, voilà, ils allumaient la flamme olympique avec un miroir dépoli. C'était pas très efficace, mais ça marchait. Et puis, alors, est-ce que c'est 1515, 1934 ou 1780? Il y a plein de réponses en 1515. Et on peut regarder, voilà, Gab est devant avec 1910 points, parce qu'il a répondu très vite. Suivant, c'est 1515, et c'est le fameux Léonard de Vinci. Donc tout le monde le connaît, hein, Léonard de Vinci, il est assez connu, on va dire. Eh bien, vous voyez, à droite, vous avez les schémas d'optique. C'est l'invention de l'optique à l'époque. À l'époque, on invente les miroirs. C'est au tout début, c'est en Italie. On invente les miroirs avec un revêtement en fait au mercure derrière le verre. Et du coup, on arrive à avoir une réflectivité tellement forte qu'on arrive à concentrer les miroirs et à faire de la focale et faire de l'optique. Et donc, on fait fondre du bronze à l'époque. Et tout ça le prouve. Il y a des écrits de Léonard de Vinci qui ont été traduits de ces codex. Donc, c'est très très vieux la concentration solaire. Ensuite, question suivante. En quelle année une centrale lunaire a été construite et où? Alors, qu'est-ce que c'est une centrale lunaire? Vous savez qu'on utilise l'énergie de la Lune pour faire de l'énergie. Alors ça, c'est une innovation de rupture. Hein. Là, on est vraiment sur le futur. On est d'accord. Est-ce que c'est... Alors, c'est du futur, mais un peu dans le passé quand même. Est-ce que c'est 1666, 1947? Est-ce que c'est en 58? Est-ce que c'est en 1992? Alors, on a plein de réponses en 58. Et les résultats, donc, là, c'est Gab qui est passé devant avec 1910 points. Et donc, on va voir le résultat. Alors, l'énergie lunaire, c'est la force d'attraction qui fait les marées. C'est la petite subtilité. Eh bien, en France, dans les années 60, on a construit une usine marémotrice qui utilise voilà, la mer qui va passer et donc qui va turbiner, en fait, comme un barrage hydroélectrique, la force de l'eau. Et donc, on était bien en avance en France parce qu'on a fait de l'énergie lunaire bien avant les autres. On regarde la suite avec la prochaine question. En quelle année a été mis en service ce premier Autolib en Hollande? Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est un Autolib avec des véhicules électriques déjà à l'époque. Est-ce que c'est 49, 74 ou 1962? Heureusement, tout à l'heure, je ne vous ai pas donné la réponse. Alors, dépêchez-vous. Est-ce que c'est 1949, 74 ou 62? Alors, ça penche pour 49. Et en fait, on peut regarder. Donc, cette fois-ci, c'est Noah qui repasse devant. Où est Noah? Noah, levez la main. Noah, bravo. Vous vous êtes repassé devant, vous avez repris la star à Gab. Et regardez. Alors, ok, le design, il est un peu rudimentaire. Je suis designer, je trouve que là, c'est un peu pot de yaourt, on est d'accord? Mais c'est hyper en avance. Il faut savoir que dans les années 70, on vit des crises du pétrole et il y a énormément de choses qui vont sortir en France, un peu partout, pour essayer de se passer du pétrole et de faire des véhicules électriques en autopartage, etc. C'est une période très fertile en fait en innovation et c'est la Vitcar qui a été développée en Hollande. On peut passer à la question suivante. Voilà. Quand ce générateur a-t-il été pour la première fois breveté? Et alors c'est un générateur qui permet de recharger les piles alcalines. On vous en parlait tout à l'heure. Et là, je vous ai dit la réponse hein, déjà. Est-ce que c'est 65, 80, 95? Donc c'est un chargeur de piles non rechargeables, les fameuses piles alcalines qui fonctionnent avec le manganèse. Et donc vous avez dit 65. Et la bonne réponse, le brevet date plutôt des années 80. Et à l'époque, Karl Kordesch va aussi, avec un fabricant, sortir un chargeur de piles qui va très vite disparaître du marché et qu'on a donc réactualisé avec Regenbox.
Donc c'est 1980, la bonne réponse. Et voilà le projet original à gauche, et à droite on a la Regenbox, la première qu'on a fabriquée il y a quelques années avec des Fab Labs d'ailleurs, avec des écoles d'ingé. On a fait un kit à construire où il fallait prendre le fer à souder pour la fabriquer, etc. On l'a partagé avec beaucoup de pays, en Bolivie et aussi en Afrique de manière abondante, parce qu'en Afrique, les piles coûtent aussi cher qu'en France. Et donc, en fait, voilà, il y a un fort intérêt justement sur économiser de l'argent d'abord et des impacts environnementaux. Merci à vous. On va voir qui est l'heureuse gagnant. Esther. Alors, Esther. Mais ce n'est pas une question de dénonciation, c'est plutôt... voilà, Esther va gagner un livre. Ah non, c'est Noah. Ok. Bah, du coup, Noah, vous pouvez venir chercher votre livre. Voilà, bravo, on l'applaudit bien fort. Vous avez bien quizé, bravo. Vous avez une bonne culture générale. Et je vous invite à découvrir tous ces contenus parce que ça ouvre plein de portes d'innovation. Voilà, merci à vous. Bravo à tous les participants d'avoir joué le jeu. On est dans les temps, c'est bon? On est à peu près dans les temps. À peu près dans les temps. Merci Cédric Carl, on peut l'applaudir pour merci à vous. Merci. Son quiz. Et donc avec Lola, ma collègue, on sera aussi sur le petit stand encore un moment. On ne pourra pas rester l'après-midi, mais du coup, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Merci beaucoup. Justement, nous avons quelques minutes si vous voulez aller voir les stands ou bien vous pouvez rester. On va enchaîner dans quelques instants avec une autre séquence et beaucoup d'autres intervenants sur scène. Mais je vous laisse 5 minutes si vous voulez vous lever et puis n'hésitez pas à revenir, évidemment.